Hier, avec la justice, on a vu qu'il fallait évaluer avec équité et justesse, qu'il fallait aussi savoir trancher pour atteindre une forme d'équilibre, d'harmonie et accéder à une vérité intérieure. Aujourd'hui, on rencontre l'ermite qui va aller faire le bilan de tout ça pour essayer d'en faire quelque chose de neuf. L'ermite a effectivement matière à réfléchir, il va rentrer dans sa grotte, dans une solitude extrême mais choisie, pour mettre les choses au clair. On peut voir différents éléments donc dans cet arcane majeur. Si on se concentre d'abord sur le chiffre, donc chiffre 9 des arcanes majeurs, on voit que c'est écrit d'une façon atypique. Habituellement, on part de la dizaine et on retranche 1. Dans le tarot de Marseille, on ne retranche rien parce que tout compte. Chaque expérience de vie compte. Chaque pas sur le chemin compte. Donc on n'enlève rien, on ajoute. Avec le chiffre 9, on est sur une fin de cycle. Donc le 9 en numérologie, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler d'accomplissement, de transcendance. Ça parle de mort, de renaissance. Ça va nous parler de sagesse, de transition. On est sur une notion de renouveau. Il y a aussi une idée de temps, parce qu'on est sur les 9 mois de la grossesse. Donc c'est aussi une carte de transformation grâce au temps, où le temps est un allié. Et on est sur une énergie yang, donc active. La lettre hébraïque qui est associée à cette carte, c'est la lettre Tet. Tet, c'est la puissance des profondeurs, c'est la révélation de ce qui est caché, et on pourrait dire c'est l'inconscient qui remonte, le travail sur l'inconscient. Et si on écrit 9 comme on le fait habituellement, on voit vraiment que ça revient à l'intérieur. La lettre Tet, elle a aussi une calligraphie où ça revient à l'intérieur. Ça exprime vraiment ce retour sur soi. L'ermite, en général, ça s'écrit sans H. Ici, dans le tarot de Marseille, il y a un H. Ça fait référence à Hermès, le dieu qui est le messager, en fait, messager qui apporte la connaissance aux hommes. Et ça évoque aussi Hermès Trismégiste, qui est un personnage qui est à l'origine de l'hermétisme et qui est aussi un des fondateurs de l'alchimie. On y voit un guérisseur, un homme des bois, avec son bâton, sa lanterne, et l'âge aussi. Il est d'un âge mûr pour montrer voilà, qu'il a beaucoup de maturité, que c'est un sage. Mais ça renvoie à cette image de guérison profonde, de transformation intérieure. Avec l'ermite, on a cette idée de temps qui fait son œuvre. Donc on voit qu'il a un certain âge. Donc il y a une idée de lenteur. Il y a cette idée de solitude, d'isolement, de recherche de vérité, connaissance de soi. Donc comme je le disais, de guérison. C'est aussi la carte du guide, parce qu'il chemine et il montre la voie. L'ermite, c'est aussi la figure du patriarche. Si on associe le pape et l'empereur, donc le pape 5, l'empereur 4, on tombe sur le 9. Ça nous montre ses influences dans le tarot, notre figure paternelle en fait dans le tarot. C'est également le fils spirituel de la papesse et du pape. Et ça, on le voit aux 3 rides sur son front, qui nous font penser aux 3 rangées sur la tiare du pape et de la papesse. Vous savez, avec les ornements, les pierres précieuses, etc. Et qui montre en fait la compréhension, l'intégration des 3 mondes, monde matériel, spirituel et divin. Donc maintenant, si on en revient à la lanterne, il y a plusieurs choses à voir et à dire. Donc cette lanterne, elle éclaire le passé, l'inconscient. Cette lanterne, elle éclaire mais pas trop. En fait, le savoir de l'ermite, les connaissances de l'ermite,
elles sont pas à diffuser à tout le monde. Elles vont concerner que certaines personnes. Elles ne vont parler qu'aux initiés, qu'aux personnes qui sont déjà sur le même chemin que l'ermite. Lui, il les devance et il va pouvoir éclairer leur chemin, être un guide pour elles, avec ses connaissances, ses déductions, ses compréhensions. Mais ça va pas parler à tout le monde, comme par exemple pour le pape, qui s'adressait à la foule, et en délivrant des connaissances qu'il avait apprises lui-même, mais qui n'étaient pas forcément intégrées, vécues de l'intérieur, qui étaient plus dans l'intellect, parce que rien n'indiquait sur la carte du pape qu'il avait cheminé lui-même intérieurement. Alors que là, on est vraiment sur un cheminant. Ça fait penser au bâton des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, qui sont vraiment à la recherche en fait de leur vérité, de la paix à l'intérieur et de la sagesse, de réponses spirituelles. On y reviendra plus tard sur le bâton. Pour finir sur la lanterne, donc on est vraiment sur une notion de lumière intérieure. C'est vraiment un éclairage intérieur, des compréhensions. On est sur la notion de flamme intérieure. D'ailleurs, on voit peut-être qu'il faut protéger notre lumière aussi. La flamme est protégée par la lanterne, mais il y a aussi le manteau qui revient par-dessus comme pour protéger aussi cette flamme. Et donc cet ermite, il éclaire l'intérieur de son manteau, ça veut dire il s'éclaire lui-même, mais il est aussi guide, comme je disais, puisqu'il éclaire aussi le chemin. Voilà pour la lanterne. Ensuite, autre élément important de la carte, c'est le bâton. Donc j'en ai parlé brièvement, le bâton de pèlerin, donc celui qui se met en chemin pour mieux se connaître, qui est dans sa quête du soi. Mais ce bâton, il évoque aussi le caducée d'Hermès, qui est ce bâton qui était fait dans du bois d'olivier ou de laurier, surmonté de 2 ailes et sur lequel s'entrelaçaient 2 serpents. Donc ce symbole-là, ça évoque la guérison. Le caducée d'Esculape, qui part du bâton d'Asclépios, qui était aussi un dieu dans la mythologie grecque, qui avait donc un bâton entouré d'une couleuvre, cette fois, et qui est le symbole aussi de la médecine dans certains pays. Nous, on a gardé le caducée d'Hermès, mais certains pays ont gardé le bâton d'Asclépios. Mais c'est un peu la même énergie, en fait. On parle de la guérison, ça nous parle aussi d'énergie tellurique. Avec les serpents, c'est vraiment la terre. Et le bâton, ça fait penser au bâton de sourcier, quand on allait chercher l'eau en fait dans la terre. Donc ça évoque plusieurs choses et ça fait penser justement à tous ces métiers de géobiologie, de tous les guérisseurs, tous ceux qui travaillent avec les énergies de la terre, les énergies en général. Pour continuer sur le bâton, on est dans la verticalité et on est dans un outil d'appui en fait, quelque chose qui soutient. C'est un outil d'appui pour s'élever aussi, puisque c'est une carte de verticalité et on voit qu'il est très grand notre ermite. Il touche avec sa tête le haut du cadre de la carte, alors qu'il est un peu voûté en plus. Ça semble nous dire de nous appuyer en fait sur nos expériences terrestres pour grandir, pour évoluer. Ça renvoie aussi aux forces de la terre, comme je disais tout à l'heure. Si on suit le chemin de la lumière, on voit que ça part du sol, ça monte dans le bâton, ça rejoint le manteau, puis ça va dans la lanterne, jusqu'en haut de la lanterne où il y a le petit symbole du soleil, le rond avec le point central. Donc c'est intéressant, c'est comme si on nous disait de nous servir de ce qu'on vit dans la matière pour nous élever spirituellement en fait, pour gagner en conscience. Et ça nous ramène aussi au travail alchimique, puisque donc en alchimie, il y a 2 voies. Il y a la voie sèche et la voie humide. La voie sèche, c'est la voie de l'alchimiste dans son laboratoire qui va travailler avec son creuset, avec les minéraux, les éléments qu'il va essayer de dissoudre, de séparer grâce à différents procédés chimiques, thermiques, etc. pour arriver à la pierre philosophale. La pierre philosophale étant le Graal. Et il y a la voie alchimique humide, qui est celle qui passe par l'homme directement. L'homme étant
l'Athanor, donc le four alchimique. Et c'est l'homme en fait qui va alchimiser, qui va vivre les étapes de l'alchimie dans son corps pour les transcender, les transmuter et les transcender et atteindre l'illumination qui est le Graal en fait, l'unité parfaite. Et ici ça nous renvoie à ces deux voies parce que si on part du bâton dans la terre, la partie plomb, le minéral qui est dans la terre, qui va finir en lumière, en soleil en fait, en lumière divine. Mais ça nous montre aussi la voie de l'alchimiste, la voie humide. Tout se passe à l'intérieur de lui. Donc ça fait référence vraiment à l'œuvre au noir, qui est cette première étape en alchimie, où on va aller séparer, dissoudre, et qui est l'étape la plus difficile. On est seul. Personne d'autre ne peut faire ce travail à l'intérieur de nous. Personne n'a accès à l'ensemble de nos expériences, qu'elles soient émotionnelles, mentales, dans la matière, relationnelle, enfin tout ce que vous voulez. On est les seuls à avoir tous les éléments. Donc c'est un travail qui est solitaire, qui demande beaucoup d'observation et de descendre vraiment profondément à l'intérieur de nous. Et on sait aussi que le travail alchimique, l'observateur a un rôle essentiel en fait. La recette des uns n'est pas la recette des autres puisque l'observateur du procédé va changer des fois l'expérience. Il ne va pas obtenir les mêmes résultats que son copain alchimiste en fait parce que ça marche pas comme ça. C'est vraiment... tout est lié donc voilà. On ne s'est pas attardé sur les habits mais il a les mêmes habits que la papesse. Donc on voit que tout se passe à l'intérieur. L'activité elle est intérieure avec un gros manteau d'intuition, de réceptivité. Et il a une capuche dans le dos. Donc moi quand j'ai vu ça et que j'ai cherché à interpréter par moi-même, je me suis dit il ne se voile pas la face. Il garde la tête froide aussi on pourrait dire. Il ne fait pas l'autruche. Mais l'autre explication, c'est aussi qu'il n'a aucun signe de reconnaissance. C'est le premier qui est tête nue. Moi, ça me fait penser à l'humilité. Quand on fait ce travail sur soi, il faut être humble. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir des couronnes et de montrer à tout le monde qui on est. Quand on est un vrai sage, voilà, il n'y a pas de signe de reconnaissance. Quand on sait qui on est, on n'a plus besoin de paraître aussi. Ça pourrait être ça le message. Lui, ça y est, il sait qui il est, il s'est trouvé, il s'est rencontré. Donc il n'a plus besoin que les autres valident sa valeur, que les autres reconnaissent sa valeur. L'ermite, il a compris que pour être bien dans le monde, il faut être bien en soi. Après avoir bien éclairé ses zones d'ombre, après s'être trouvé ou avoir trouvé des éléments en lui pour continuer son cheminement, l'ermite va sortir de sa grotte. Il sait qu'il peut vivre seul. Il aime cette solitude, l'ermite. Cette solitude, ça lui permet de guérir. Mais il a aussi besoin d'être dans le monde. Une fois qu'il a fait ce travail de transmutation de ses ombres, ce travail d'éclairage intérieur, il revient dans le monde pour l'observer et on va arriver directement sur la carte suivante, la lame numéro 10, qui est la roue de fortune. Je vous dis à demain pour la roue de fortune. On ira explorer ce nouvel arcane et voir ce qu'il nous apprend sur nous-mêmes. Salut, à bientôt!